Bonjour à tous. Ici Véronique Morin, leader en pratique de la pratique en gestion de changement chez Agenda. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre 8e rendez-vous Restons connectés. Euh, Ça fait déjà 2 semaines qu'on se donne rendez-vous comme ça, presque quotidiennement. On a fait 4 fois, 2 fois 4 jours. Et après toutes ces belles rencontres, ben, on a appris plein de choses. Puis aujourd'hui, on a eu envie de faire une pause, de profiter de cette ouverture-là pour générer des réflexions. Alors, on vous propose une formule un peu plus dans la conversation. On voit que vous êtes très participatif, hein. Vous nous nourrissez de vos questions, vous participez par le question et réponse, ce qu'on apprécie grandement. Alors, on va en tirer encore plus profit aujourd'hui. On va d'ailleurs vous interpeller à différents moments au long de ce webinaire. Je vous rappelle que vos caméras et vos micros sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur et que je vous invite à fermer un maximum d'applications sur vos appareils afin de profiter d'une performance optimale de l'outil Zoom. Évidemment, si on n'arrive pas à répondre en direct à votre question, ben, on tâchera de le faire par les contenus qu'on va rendre disponibles très bientôt. Alors, restez à l'affût. Je vais donc avoir le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Nathalie Gosselin, qui est notre vice-présidente stratégie et opération chez Agenda et AFI et qui est ma complice, j'ai envie de dire, de tous les jours, sur qui je peux compter. Alors, c'est un réel bonheur pour moi de l'accueillir. Nathalie est spécialiste en gestion de crise et en transformation des organisations. Comme je vous le mentionnais hier en conclusion, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure personne pour nous adresser ce sujet-là, à savoir comment on peut voir la crise comme étant une opportunité de transformation. Donc, c'est la question que j'ai pour Nathalie, mais avant de me rendre là, on a envie, en fait, quand on a préparé notre webinaire, on a eu envie de vous poser une question en commençant. Alors, je vous l'affiche à l'instant. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en période de crise. Comment vous sentez-vous? Comment ça va? Alors, je vais commencer à te poser la question, Nathalie. Toi, comment tu vas? Ben, d'abord, merci Véronique pour la belle introduction, effectivement. Euh, Ensuite, j'espère que tous et chacun êtes en sécurité à la maison. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'avoir l'opportunité de partager un moment avec vous. Puis effectivement, période de crise, surtout le type de crise qu'on vit présentement, euh, il est un peu étrange de penser là, à l'opportunité que ça peut emmener. Euh, mais allons-y. La première chose, je vous dirais, c'est du moment qu'on commence à penser à la crise comme un processus. Donc, quand on va au-delà de l'événement seul, de la gestion de l'événement comme tel, c'est là où on s'ouvre à toute une perspective. Un processus, ça veut dire qu'il y a un avant la crise, il y a un pendant, il y a aussi un après la crise. Alors, ça nous invite à aller explorer au-delà de juste l'analyse des symptômes. Excellent, Nathalie. Alors, je vais afficher les résultats de notre question parce que je trouve ça quand même intéressant de voir ce qui ressort. Alors, on a quand même l'élément qui ressort le plus, c'est que les gens sont positifs. Fait que c'est presque le tiers. Alors, j'ai envie de te dire, ça me fait plaisir de voir ça. Toi, comment tu réagis à ces résultats-là? Bien, en fait, je trouve ça extraordinaire. Ce qu'on réalise en période de crise, et c'est normal, c'est que souvent, on va osciller aussi dans nos états d'esprit. En crise, dans les situations dans lesquelles on vit, on oscille entre des moments où on a un sentiment de perte, de danger, c'est difficile, et d'autres moments où on voit des belles choses en période de crise, où on a de l'espoir, où on dit ah, ben, peut-être qu'enfin, on va pouvoir faire arriver les changements que je souhaitais. Donc, on essaie constamment entre ça. C'est un peu ce que je vois Mhm. dans ce que les gens nous disent présentement. Absolument. Et je vais me permettre d'ajouter, on en a qui nous ont déjà répondu dans le question-réponse avec des compléments en disant c'est encore des hauts et des bas. Parfois un peu un mélange de tout ça. Alors, c'est sûr qu'on les obligeait à répondre à une seule, mais c'est bien de voir que c'est un peu normal. Tu viens de le dire aussi, on oscille souvent, mais je suis quand même contente de voir que les gens ont répondu majoritairement positif. On parle au ralenti. Il y en a qui sont tannés d'être devant leur écran. Un mix de plein de choses, l'irritabilité. Euh,
Je pense qu'il y a toutes sortes de... Il y a un heureux mélange, je pourrais dire, de sentiments, mais qui est normal. Oui, en fait, puis je suis vraiment en écho avec vous tous. Euh, donc, heureuse qu'on puisse, j'espère qu'on fait un peu partie de votre bonheur en ce moment. Je parlais d'ailleurs pour compléter ta question de dire comment on fait pour voir une opportunité dans la crise. Bien, la première, c'est déjà de s'ouvrir au fait que la crise, c'est un processus. Euh, L'autre chose, et puis quand je pense à l'après, c'est qu'il y a toujours une continuité. Hein. Je pense à une continuité, un processus là, qui ne s'arrête pas. On en reparlera peut-être plus tard. Euh, L'autre chose, c'est on est devant deux choix concrets. Ben, d'abord, il y a sa survie, bien entendu, mais ensuite, on a le choix d'apprendre, donc pour se transformer vraiment à des degrés de profondeur différents, ou de retourner à un semblant de statu quo. On est tous d'accord, le monde ne sera plus le même après cette crise. Ceci étant dit, il y aura quand même énormément de pression de part et d'autre pour retrouver un semblant de normalité qui ressemblait un peu à ce qu'on avait avant à certains égards. Donc, quand on s'ouvre à d'autres possibilités, puis qu'on s'ouvre à aller explorer plus loin, euh, on est dans une phase un petit peu plus créative où on se dit, bien, maintenant, comment je peux tirer profit de ça, capitaliser là-dessus pour accélérer encore plus certaines choses, pour creuser davantage certaines questions. Donc, faire un changement qui est plus en profondeur dans la suite des choses. C'est vraiment très intéressant. On l'a vu dans nos derniers rendez-vous, hein, apprendre, c'est pas évident. On a sondé les gens, puis il y a différents facteurs qui faisaient en sorte que même en situation normale, l'apprentissage n'est pas toujours chose facile. Alors, j'ai envie de te demander, Nathalie, apprendre en période de crise, là, ça demande quoi? Euh, Plus de courage. Oui, hein. Plus de courage, de l'engagement. Et ce n'est pas un engagement partiel. C'est un engagement entier. En période de crise, tout est intensifié, tout est amplifié. Donc, on ne peut à peu près pas se permettre de faire les choses à demi. Ça prend aussi beaucoup d'ouverture, donc de s'ouvrir bien, premièrement, j'aimerais amener le fait que les crises, ça a un effet révélateur. Révélateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à nu. Alors, on voit en période de crise des dysfonctionnements, des déséquilibres dans des équipes, dans des cellules familiales, personnellement, dans nos organisations. Donc, ça met à nu les dysfonctionnements qu'il y a dans nos organisations et c'est plus difficile de se cacher. Donc, c'est un fort exercice d'humilité. Donc, dans des circonstances où on est vulnérable, on lutte pour sa survie, dans un contexte où on est donc à nu, comme ça, c'est déjà quelque chose qu'on a de la difficulté à faire naturellement dans nos milieux de travail. Là, il faut faire encore plus de courage, faire preuve d'encore plus de courage pour essayer d'explorer des avenues au-delà de ce qu'on a besoin de mettre en place, là, qui est très, très important là, pour sa survie. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Mais absolument, parce que j'ai envie de te dire, ça ramène aussi ce dont on a parlé dans nos derniers rendez-vous, tu sais, l'engagement. On a tous une part de responsabilité là-dedans. Alors, je comprends qu'en période de crise, ce n'est qu'amplifié, puis c'est ce que tu nous disais. Euh, pour aller plus loin, pour aider les gens peut-être à comprendre concrètement là, comment on met tout ça en place, comment ça peut se traduire pour les gens. Bon, il y a énormément de bons guides de gestion de crise là, de l'événement. On pourrait aller longuement dans toutes les conversations sur le cash flow, la protection de tous ces événements-là. Je n'irai pas là. Je vais aller plus dans les petits gestes quotidiens qui vont faire une grande différence et sur lesquels collectivement, il y a un effort collectif, mais individuellement aussi, ça nous interpelle. Pendant la crise, on en a entendu parler beaucoup. On dit mettez en place, créez des rituels hein, pour rester connecté. On en a fait un bel exemple, je pense. Voilà. Bien, une des choses qu'on s'est dit, il faut garder des traces de ça. Il faut prendre des notes. Alors, dans vos organisations, dans vos familles, puis j'ai vu plusieurs partages à différents endroits, prenez des notes quand vous vivez, quand vous avez vos rituels.
c'est pas anodin. Des fois, on oublie de faire ça pour garder une trace de tout ça. Créer des ancrages dans l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, il y a des choses, il y a des endroits où on va être plus créatif pour aider nos partenaires, pour aider nos employés, pour aider nos collègues, pour aider notre voisin. Ben, dans notre organisation, il y a des choses qui se mettent en place. Poser la question spontanément, sans nécessairement avoir de réponse tout de suite. Puis la poser à voix haute. Hein, c'est donc bien le fun, les gens aiment ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans un contexte d'opération normale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait maintenir? Donc, se poser ce genre de questions-là, de dire, est-ce qu'on fait là, ça fait du sens. C'est quelque chose qu'on devrait garder ensuite. Lancer ces questions-là dans l'action, ça crée des ouvertures. On est en train de semer des choses. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de chaque individu dans l'organisation, donc son propre pouvoir. Hein? Souvent, on dit le leadership, ça n'appartient pas qu'aux gestionnaires. Il est clair qu'en situation de crise, le leadership du dirigeant est excessivement important, c'est largement documenté, mais chacun a un rôle à jouer dans l'organisation et un pouvoir de leadership. Développer une mémoire de ce qui est beau. En période de crise, il y a plein de belles choses qui se passent et ça, c'est intéressant de le documenter. Dans notre équipe, par exemple, on a créé un petit registre, il y a un responsable. Chacun a la responsabilité d'aller écrire les noms de personnes, puis les petites actions ou des équipes qui se sont produites. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit moins qui se passent derrière. Donc, de garder une trace de ça. Penser à l'avenir. On pense à créer des rituels, des endroits où on va aller déverser ce qu'on vit, puis c'est énorme, on en a besoin. Mais pensez aussi à l'autre côté de la crise. Pensez toujours au paradoxe. Aller dans le beau. On se crée un moment pour inventer l'avenir. Je trouve ça le fun, ce que tu dis là, Nathalie. Je me permettrais de t'interrompre parce que j'aurais envie de demander aux gens, pendant que tu continues, qui nous indiquent dans le question-réponse, malgré la douleur, tu sais, on le sait, c'est pas facile ce qu'on vit en période de crise, qu'est-ce qu'ils trouvent, eux, de positif? On va les inviter déjà à documenter pour les mettre en action sur ce que tu es en train de nous dire. Tout à fait. Alors, pendant qu'ils répondent, je t'invite à poursuivre. Juste te dire, il y en a qui partent sur les opportunités et l'entraide. C'est des belles choses là, que je pense qui vont émerger. Fait que c'est une belle piste que tu nous offres, ça, de se permettre de penser au beau. Oui. Vous savez, quand on fait des planifications stratégiques, nous, on est des conseillers, on fait toutes sortes de choses. On fait ça dans des circonstances où, tout est bien organisé. En période de crise, ça, c'est le bout qu'on oublie souvent. Premièrement, documenter. Je vous le dis, là, après la crise, vous allez oublier plein de choses. C'est la nature humaine. On va en reparler. Et l'autre chose, c'est aller dans le beau. Prenez le temps de faire ça. Ça va chercher des ressources aussi intérieures et c'est surprenant les idées qui vont sortir de ça. Un contexte de crise, là, quand la crise est arrivée, hein, la pandémie, il y a eu un moment, je ne sais pas si vous l'avez senti, moi je l'ai senti, une espèce de vide organisationnel où là je me suis dit, oh boy, OK, une espèce de paralysie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je suis dans quel univers? Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-tu vrai? Et c'est arrivé vite. Ce vide-là a emmené par la suite la levée d'un paquet de règles habituelles hein, qui réglementent comment on fait les choses. Là, il y a plein de choses qu'on fait, plein de gestes qu'on pose qui sont légitimes aujourd'hui, qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Il y a plein de choses qui sont accélérées. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, quand on va dans le beau, quand on va dans ce côté-là, c'est tout ça qu'on va essayer de mettre à levier. Donc, la rigueur, à cet égard-là, est importante, toujours sur les deux pans. L'autre chose que j'aimerais emmener, comme chose concrète, encore et bien simple, c'est qu'après la crise, vous aurez envie de vous reposer. C'est normal. Vous aurez le temps de le faire, mais je vous encourage. Là, ici, là, si tantôt la rigueur était votre allié, la vitesse sera votre allié. Allez faire un debrief avec vos employés. Faites-le en petits groupes, en individuel, si c'est possible aussi. Que les gens aient de l'espace pour s'exprimer. Écoutez vos gens. Faites ça 1 à 2 semaines maximum après la crise. Puis là, la sortie de crise, j'ai des questions des fois. Ça va arriver quand? Je vais le savoir quand.
probablement que ça va être à des moments différents selon ce que vous vivez, selon vos situations personnelles, votre situation organisationnelle, l'industrie, les industries qui sont plus touchées. Mais ne perdez pas de temps. C'est largement documenté, encore une fois. On sait que 1 à 2 mois après une crise, un événement traumatisant, les gens gardent des traces, mais ils perdent, il y a des éléments du souvenir qu'on perd. On n'est plus dans la même émotion, on est ailleurs. Après 3 mois, les gens ne veulent plus en parler. Oui, on va avoir des blessures à penser probablement à différents niveaux. On n'est pas tous égaux devant la situation. On n'est pas tous arrivés équipés de la même façon. On n'est pas tous impactés de la même façon. Ça aussi, c'est normal. Ce n'est pas de notre faute. Mais après la crise, il faut faire vite pour aller collecter ça, se faire accompagner si possible. Et puis, on peut ressortir nos notes. C'est un bon moment. On fait le point. Là, on peut prendre une pause. Écoute, c'est très inspirant ce que tu nous dis là. Et si tu voyais tous les messages, la bonne nouvelle, c'est qu'on les aura par la suite là, dans nos rapports. Mais je veux saluer Marine qui nous suit de la France et qui nous parle du printemps français. Alors, Marine, bon courage aussi dans votre confinement. Ce qui ressort, j'ai envie de te dire, Nathalie, là, dans les questions-réponses, solidarité, entraide, beaucoup de positivisme, de retour aux valeurs. Tu sais, tu parlais tantôt, ça nous recentre, on vit toutes sortes d'émotions, mais plusieurs amènent à dire, ben, ça nous ramène aux vraies questions aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, puis pourquoi on le fait? Fait que j'ai l'impression que si on se pose ces questions-là individuellement, les organisations aussi le- vont le faire de toute façon, de la façon dont tu en parles. Puis quand on fait ça, on veut se transformer, comment tu t'expliquerais qu'une organisation peut concrétiser sa transformation à travers le temps, que ce soit qu'il y ait des effets durables de tout ça? Excellente question. Puis, vous savez, aussi certaine que je suis qu'il va y avoir, que le monde va avoir changé après, et j'adore la poésie, ça, c'est quand même pas de la magie. C'est-à-dire que oui, ça va être un monde différent, mais ce qu'on va en retirer, euh, comment on va mettre ça à levier, ça, il va falloir mettre les efforts pour faire ça. Donc, il y a des gens qui me disaient, ben, c'est sûr, mon organisation n'a pas le choix, on a déjà implanté le télétravail, on a fait des choses, donc on ne sera plus les mêmes après. Oui, ça c'est une implantation d'une technologie, on est dans la nécessité, on est dans le besoin. La transformation, là, implanter du télétravail, on va prendre cet exemple-là, c'est une transformation qui est numérique, qui est technologique et humaine. Alors, si on veut vraiment mettre ça à levier pour notre organisation, il y a des choses qu'il faut faire qui sont très concrètes. D'abord, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, il faut mettre en place une gouvernance, des rôles, des responsabilités claires pour soutenir la transformation. Même si elle est déjà entamée, il faut faire cet effort-là. Il faut identifier les compétences clés. Les compétences clés qu'on aura besoin pour aller plus loin. Donc, pas juste la technique, mais au-delà de la technique. Comment je vais gérer maintenant? Puis on voit, il y a des webinaires, des choses comme ça, mais c'est quoi le mindset? C'est quoi les comportements qu'on va rechercher? Comment je vais gérer des horaires? Comment je m'habitue à cette nouvelle réalité-là et qu'une fois que j'ai une discipline, que je suis capable d'aller dans ma partie créative, de dire, oh, je me suis appropriée maintenant, j'ai des nouvelles idées qui pourraient nous emmener plus loin. Mettre à levier cette transformation-là, ce qu'on a mis en place. Créer des espaces relationnels. Les espaces relationnels, c'est quoi? Bien, c'est des espaces physiques, c'est des espaces virtuels. Ça veut dire des bureaux, ça veut dire des comités décisionnels, des comités d'information, ça veut dire des espaces de collaboration, des teams, donc ça veut dire des structures où on va créer ces espaces-là pour que les relations se créent, que la magie prenne. La gouvernance, on crée les boîtes, on clarifie les choses, mais ensuite, que la magie prenne. Les processus clés, c'est pas anodin. Souvent, les processus, puis je vais parler aussi par le fait même de nos partenaires d'affaires dans l'organisation, tout ce qui vient en soutien à nos activités, les ressources humaines, les TI, les finances. Dans les centres de recherche, il va y avoir la propriété intellectuelle, il y a du légal. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui rentrent à contribution dans une organisation. Quand on fait une transformation de cette nature-là, en télétravail, ça change des règles. Alors, si notre organisation ne fait pas un examen d'aller voir c'est quoi les processus clés qui sont
importants. On n'essaie pas d'attaquer la machine en entier, mais les processus clés qui vont soutenir cette transformation-là, comment nos partenaires d'affaires vont être des leviers aussi et non pas un frein à cette transformation-là. Là, on va aller aussi capitaliser sur la puissance. On va se donner des marges de manœuvre. On va être capable de travailler on va être en mode télétravail avec nos outils, développer une confiance, une certaine aisance. Puis encore une fois, ça crée de l'espace pour dire, hey, dans mon travail, j'ai des bonnes idées sur comment on pourrait mieux faire encore. C'est super intéressant, Nathalie. Puis j'ai envie, pendant qu'on continue notre échange, de demander aux gens, pour eux, là, qu'est-ce qu'ils considèrent qui sont les facteurs les plus importants? T'en donnes quelques-uns, mais j'ai envie de sonder, c'est quoi l'opinion des gens là-dessus? Alors, oups. Voilà. Alors, je vous pose la question. Quels sont, selon vous, les facteurs les plus importants pour concrétiser un projet de transformation? Alors, vous avez différents choix de réponse et vous pouvez répondre à plus d'une réponse. Alors, Nathalie, tu parlais tu étais sur tes chantiers qu'on met en place, l'importance du travail relationnel. Puis, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui va faire que certaines organisations vont se distinguer puis vont mieux s'en sortir après tout ça que d'autres? Ben déjà, tu as parlé du travail relationnel, puis dans le fond, j'ai parlé beaucoup de la structure, de la partie structure. Mais j'aimerais aussi apporter qu'en même temps que la structure, il y a un travail relationnel qu'il faut aller ancrer dans notre organisation. Vous me direz, le travail relationnel, on l'a déjà commencé, hein, ça fait partie des éléments de rigueur qu'on encourage les gens à avoir pendant la crise, rester connectés, tout ça. Ceci étant dit, encore une fois, il ne faut pas penser que c'est de la magie, tout ça. C'est le genre de truc qu'il faut animer. Alors, il faut créer des rituels, les ancrer, puis avoir une certaine rigueur à faire ça. Il faut aussi être rigoureux dans le climat qu'on va créer, donc garder le climat de confiance. J'ai entendu des mots tout à l'heure comme entraide, tout ça. Hein, on est réduit là, à notre réalité humaine la plus simple. Donc, on va puiser dans nos valeurs, mais garder ça vivant dans notre organisation, à l'intérieur de notre organisation. Ça va emmener des relations de qualité, d'une qualité beaucoup plus grande. Donc, je dirais, profiter de ce qu'on est en train de créer présentement pour emmener ça plus loin, les relations. Question. Oui, je vois les réponses. Oui, bien c'est ça, je voulais te dire, j'ai affiché les réponses. On voit quand même que l'organisation prend une grande place. Alors, ça va dans le ton de ce que tu disais, là. Donc, toute cette structure-là qu'on doit pérenniser, si on veut, là, pour s'assurer que ça dure dans le temps. Mais revoir les processus clés aussi s'inscrit là. Puis après ça, on voit que les autres, il y a quand même un bon pourcentage de chacun des éléments. Comment tu as envie de réagir à ces résultats-là? Ça me fait sourire, vraiment. Moi, je suis vice-présidente stratégie opération. Alors, je suis dans de la mécanique. Mais je pense, puis quand je dis de la mécanique, là, je dis pas ça, je dis pas ça froidement, pas du tout. L'humain est toujours au cœur de tout ce qu'on fait, mais c'est tellement important. Moi, à travers les années, j'ai eu l'opportunité d'accompagner ou de diriger des organisations qui étaient en période de crise. Bon, pas à l'échelle mondiale comme ce qu'on vit là, mais des organisations qui étaient vraiment en période de survie, transformation, travailler avec des startups aussi. Et souvent, on était dans les deux sphères. Hein. On a besoin de clarté, on a besoin d'une certaine stabilité. Stabiliser nos équipes, retrouver une espèce d'équilibre, donc se structurer, puis ensuite aller dans la partie créative, la vision, l'inspiration. Donc, c'est essentiel. Mais souvent, moi, quand j'étais à l'époque à l'école, mon premier bac, j'ai fait de longues études, on disait commencer par la vision, puis tout ça, oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on part une transformation, la première étape par expérience, il faut structurer des choses. On crée des ancrages, ça ne sera pas parfait,
mais on démarre quelque chose. Puis ensuite, on va dans la partie plus idéologique, conceptuelle. Oui, c'est sûr, mobiliser, s'inspirer, donner du sens. Se relier, c'est toujours important du début à la fin. Mais encore là, se relier, comme je disais tout à l'heure, des choses bien, bien humaines, mais qu'on va ancrer à travers des processus, des rituels. Hein? C'est cette mécanique-là qui va nous aider. C'est super intéressant de t'entendre là-dessus. Puis j'ai envie de te dire, tu sais, on disait qu'en 2020, les mots de l'année seraient résilience et empathie. J'ai comme envie de dire que la vie a fait en sorte qu'on les applique assez rapidement. Donc, ça rejoint à ce que tu dis par rapport à la richesse de la relation, puis comment c'est ce qui va à la base, tu sais, devenir une base pour comment on devient demain. Mais j'ai envie de te poser, parce que je trouve qu'on est dans le thème, il y a une question qui a été posée en disant qu'est-ce qui va pousser une entreprise à évoluer plutôt que de retourner aux anciennes méthodes? Tu en as parlé un peu d'entrée de jeu, mais là, avec ce que tu viens de nous dire, à la lumière de ces éclairages-là, j'ai comme envie peut-être d'y revenir, puis peut-être que tu nous en dises un peu plus là-dessus. D'abord, ce qu'on voit beaucoup, c'est, bon, il y a les dirigeants. J'ai eu souvent la question, puis tantôt tu me l'as posé, qu'est-ce qui fait que les organisations vont être plus aptes à passer à travers une crise qu'une autre? On dit hein, structure, culture. Comme on est structuré, par exemple, les organisations qui avaient déjà la partie techno, c'est aidant. La puissance vient surtout de la culture. La culture, ben, c'est quoi? C'est déjà, il y a un souffle qu'on instaure dans nos organisations, mais la culture, elle appartient à chaque individu qui compose notre organisation. Donc, ultimement, c'est les valeurs de chaque individu. Donc, les valeurs personnelles de chaque individu dans l'organisation. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une organisation va se propulser davantage dans une transformation versus céder aux pressions de retourner à quelque chose qui ressemble plus à l'avenir? Première chose, le leadership, la direction. Les organisations qui sont déjà dans un bon mindset, qui ont cette culture-là dont on parle, vont probablement insuffler ça de façon plus naturelle parce que ça fait partie de comment ils voient déjà les choses. Les organisations qui ont déjà des cultures d'apprentissage et d'innovation fortes vont aller capitaliser là-dedans et vont avoir davantage des équipes qu'on peut dire créatives et bricoleuses en période de crise. Ils vont vouloir capitaliser là-dessus par la suite. Mais les organisations qui ont des dirigeants, je me suis fait poser la question, et on a des clients comme ça, qui étaient dans des structures plus rigides, des méthodes, que je vais dire bien simplement plus traditionnelles, et qui auraient envie de retourner. Il y en a là-dedans qui ont vraiment des prises de conscience. Ce qui se passe présentement, c'est brutal. Premièrement, quelqu'un qui a un régime capitaliste très fort à l'intérieur de son organisation, il se fait ramasser en ce moment là, par la crise. C'est assez intense, là. Oui. Alors, c'est une crise humaine, mais qui se transforme tranquillement aussi en une crise économique. Il y a des effets financiers importants, voire inimaginables. L'autre chose, c'est qu'il y a des dirigeants qui sont surpris de voir comment leurs gens réagissent. Donc, c'est pas, il y a des efforts collectifs, il y a des gens qui vont être derrière avec leurs dirigeants, qui vont se mobiliser pour l'organisation, mais il y a d'autres organisations où les gens vont être beaucoup plus désengagés, plus de colère, on en voit, là, on en vit. Ça, il y a des dirigeants qui ont des grandes prises de conscience en mode accéléré et qui vont changer des choses. Fait que ça, c'est un premier impact. L'autre chose, c'est ce que chacun de nous, on est en mesure de faire dans nos organisations. Ce que je disais tout à l'heure, les rituels qu'on crée, là, je vous le dis, les espaces qu'on se crée ensemble là, pour survivre en période de crise, ça légitime ces espaces-là qu'on n'a jamais le temps de se donner dans une vie normale. Bien là, on a ce temps-là, créer des ancrages. Après, vous allez avoir créé un effet, il y a un effet collectif. Moi, mon premier rôle de direction, je l'ai eu parce que j'étais dans une organisation en crise, 200 personnes fâchées dans la salle, et je me suis levée.
Je suis une personne de nature très timide, mais là, je me suis levée et j'ai parlé. Et c'est ça qui m'a donné mon premier poste de direction d'exécutive. Donc, moi, j'ai vraiment appris personnellement à travers les crises que c'était une opportunité extraordinaire de faire arriver des choses qu'on pense sont bonnes et justes. Est-ce que ça répond à la question? Parce que moi, j'ai un gros défi, je peux partir puis jaser. Mais je trouvais ça tellement intéressant, puis je suis certaine que les gens abondent dans le même sens. Tout à fait. En fait, je pense que ça renchérit sur le fait qu'il y a une forte tendance, oui, à vouloir retourner à ce qu'on était, mais que toute organisation, si elle le souhaite et si elle a des dirigeants et des employés qui embarquent dans ce vent-là et qui se donnent tout un chacun personnellement cette mission-là, bien, en termes d'organisation, ils vont y arriver à le faire. J'écoutais ce matin Gartner. Mm-hmm. Donc, avant la crise, 5% des organisations en Amérique du Nord, à peu près, là, étaient dans le télétravail. Ils s'attendent à ce que ça monte à 30%. C'est pas parce qu'on implante des technologies qu'on devient forcément puissant avec ces technologies-là. C'est pour ça que chacun de nous, si on documente des choses, puis qu'après, on arrive avec des cas d'affaires très humains, mais aussi qui font la démonstration que c'est productif, que ça emmène du bonheur dans l'organisation, ça fait du sens de travailler de façon différente, trouver votre équilibre à vous, parce que c'est pas le même équilibre pour tous. On est dans une situation d'extrême. Il faut penser après. Ça, c'est intéressant, puis c'est concret. Mm-hmm. Ça m'amène à la question qu'on voulait poser aux gens sur la suite. En fait, pour quelles initiatives prises par votre organisation aimeriez-vous voir une suite après la crise? Donc, des choses que vous avez vues qui sont plus en place en ce moment en situation de crise, mais que vous souhaiteriez voir rester. Alors, donc, tu viens de parler du travail à distance, Nathalie, ça fait partie de ce qu'on a identifié. Et dans les choix de réponse, ce que je trouve intéressant par rapport à la question qu'on a posée initialement sur qu'est-ce qu'il y avait de positif ou qu'est-ce que les gens retrouvaient, il y a des choses là-dedans que les gens apprécient beaucoup. Je pense entre autres aux rituels d'équipe qui se mettent en place. Et nous-mêmes, pour en faire chez nous, j'étais dans celui d'hier et il y a quelqu'un qui disait ce serait le fun que ce qu'on met en place là, ça continue après, même quand on aura retrouvé un certain rythme de croisière. Alors, ça te dit quoi, toi, Ah, je vois que le sondage ne semble pas démarrer, excusez-moi. Je vais le relancer. Hein, Je l'attendais. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie des défis de la technologie. Bon. Ah oui, voilà, c'est parti. Bon, là, les résultats commencent à entrer. Donc, excuse-moi, vas-y, Nathalie. Non, ben vas-y, écoute, je vais écouter ta question. Puis... Tu sais, on parlait de... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On disait que ça faisait écho à ce que les gens avaient sorti de positif. Donc, qu'est-ce qui a déjà été mis en place? Comment, et ça fait le pont avec ce que tu disais, donc comment on s'assure de le faire durer dans le temps? Tu sais, il y a quelqu'un qui demande si on a des suggestions de tactiques à faire lorsque la reprise se fera sentir. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Bon. Des tactiques à faire. En fait, quand on rentre dans la tactique, d'où mon hésitation, il y a un élément qui est très contextuel. Alors, la tactique, il va falloir la contextualiser à ce que vous vivez ou à votre environnement de travail. Mais comme tactique, dans le fond, tous les petits gestes dont je vous parlais un peu plus tôt, ce sont tous des tactiques pour pouvoir aller chercher des idées concrètes qu'on est capable de ramener dans son environnement de travail. Donc, il y a des choses qu'on vit présentement, qu'on applique, on se donne des permissions présentement. Et là, il faut se poser la question, je pense qu'on en parlait un peu plus tôt, comment je peux appliquer ça dans mon environnement normal, dans un environnement dit normal, dans ma normalité. Donc, dans un contexte, j'ai appris quoi? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que
les gens étaient plus mobilisés? Qu'est-ce qui a fait que les gens avaient envie de travailler davantage? Qu'est-ce qui a fait que ça en ait plus de sens? Ça, c'est tous des éléments qui contribuent à une productivité. Donc, des tactiques, ce serait d'intégrer ça concrètement dans comment vous allez mener vos opérations. Dans ce que je vous ai donné, j'ai parlé de la structure. Allez voir vous-même, dans votre équipe, dans votre mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans que vous pourriez revoir, influencer la façon dont vous organisez votre travail, la façon dont les réunions sont animées? Donc, il y a toutes sortes de réflexions puis de petites stratégies très tactiques, très terrain, qu'on peut mettre en application dans ces circonstances-là. Par exemple, faire du télétravail. Puis je pense que ça a été discuté dans un des rendez-vous. La façon de communiquer ou d'échanger en télétravail nous oblige à avoir des moments d'écoute, de céder la parole. Donc, il y a des fois un élément là, de chaos quand la technologie fonctionne bien. Évidemment. qui n'est pas là. Donc, l'animation peut se faire différemment. C'est une opportunité de donner la voix à des personnes qui, typiquement, participent peut-être moins à des réunions. Ça, c'est un exemple. Et qu'on participe. Donc, allez réfléchir avant. Le processus, quand on regarde la crise comme un processus, là, c'est vraiment, puis le renouvellement, la résilience, puis votre renouvellement va dépendre de tout le processus. Ce qui était là avant, ce qui est en train de se créer, puis vous ne savez pas comment vous allez être à la sortie. Donc, c'est toute votre capacité, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage, toute votre capacité à aller chercher des leçons de tout ce que vous vivez au quotidien. Prenez des notes, c'est ça qui est le concret. Puis après ça, dites, OK, dans ma réalité d'affaires, dans nos processus, ça s'attache comment? Oui. Comment on rend ça concret? Alors, j'ai affiché les résultats pendant que tu terminais ton intervention. Je vois que le travail à distance donne déjà raison à Gartner ce matin. On est tout à fait dans la tendance. Donc, 75% de nos participants disent c'est ce qu'on aimerait qu'ils continuent. C'est clairement ce qui ressort. Mais on voit quand même que tout l'esprit des espaces virtuels de collaboration suit de pas très loin. On est à 60%. Donc, il y a quand même ce souci-là. On a été plongé dans ces nouvelles façons de travailler-là, mais il semble y avoir un intérêt grandissant à les maintenir parce que plusieurs qui avaient peut-être une réticence les ont découverts par la force des choses. C'est ça. Fait que là, maintenant, aller vraiment jouer avec les paradoxes. Télétravail, ouais, j'y croyais pas tellement. Mais là, qu'est-ce que j'apprécie? Oui, structurer, stabiliser, mais maintenant, qu'est-ce que je peux explorer? Je vais structurer pour me donner des marges de manœuvre, mais je vais continuer d'avoir de la curiosité, continuer de rêver. C'est correct d'avoir de la poésie une fois de temps en temps. Bien sûr. Ouais. Je faisais juste, ça résonnait en moi ce que tu disais. Et on approche de la fin de notre webinaire, de la période qu'on s'était donnée. Et il nous restait une dernière question qu'on avait envie de poser aux gens. Donc, qu'est-ce que vous vous engagez à faire et qui va rejoindre, là, tu disais, c'est comme individu, qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc, on vous pose la question, qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour permettre à votre organisation de se renouveler? Donc, ce qui est en votre pouvoir, vous, pour que demain, ces changements-là soient visibles et pérennes dans l'organisation. Puis en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir dans les questions. Bon, plusieurs parlent la qualité de communiquer parce que le travail à distance, et c'est ce que tu mentionnais tantôt, fait que je pense que ça fait bien écho chez les gens. Comment impliquer aussi différentes parties. Et ça rejoint, tu disais, nos partenaires d'affaires, on parle des technologies, entre autres. Oui, il y a des implantations techno, mais il y a des humains qui travaillent derrière ça, mais comment faire des alliés de ces gens-là pour qu'ils puissent nous aider à se l'approprier et à le rendre encore plus performant? Je regardais une autre question. Mais tout à l'heure, vous parliez de tactique aussi. Là. Dans le travail relationnel, si vous voulez ancrer des choses, là, faites une carte de vos parties prenantes, de votre écosystème. Ça aussi, c'est intéressant en termes là, de voir les choses différemment. En période de crise,
on oublie des fois de créer des rituels avec nos clients, nos partenaires. Et là, il y a des choses extraordinaires aussi. Ça peut être aussi simple que là, on a mis en place des nouvelles façons de facturer nos gens parce que ça les aide. Puis ça, bien, ça peut devenir un élément concurrentiel dans la suite des choses, si on est capable de maintenir ça par la suite. On apprend des choses, on a des occasions d'avoir des conversations qu'on n'a pas d'habitude. Alors, faire cette carte-là, c'est très éclairant aussi. Ça peut emmener d'autres pistes. C'est une tactique, ça. C'est du concret, c'est un outil, on le remplit, puis on réfléchit. On ose penser plus loin. Excellent. Bien, c'est fantastique, Nathalie, comment tu arrives même à répondre encore plus tard à la question parce que d'autres idées émergent. Et je pense que les gens apprécient beaucoup. Merci. Il y en a plusieurs qui nous indiquent déjà qu'ils apprécient beaucoup la présentation, qu'ils aiment ce format-là un peu moins structuré et où ils ont senti qu'on était plus sur de quoi sera fait demain. Puis là, j'ai affiché les résultats de notre sondage. Donc, continue notre développement professionnel. Je trouve que ça fait un merveilleux lien. On a parlé beaucoup d'apprentissage tout au long de nos webinaires, de notre série de Restons connectés. Donc, l'apprentissage en fait partie et que même en période de crise, je pense que tu nous as rassurés que même si c'est peut-être pas notre première pensée, c'est par là que ça passe aussi, par l'apprentissage. J'ai lu ce matin une entrevue à Radio-Canada, j'ai lu l'article avec un monsieur, un neuropsychiatre, Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez lu. Il parle notamment de la résilience, du renouvellement, puis du processus. Ça dépend de tout le processus. Il emmène le mot catastrophe, la coupure et le tournant. Donc, moi, c'est un petit article tout simple. Ça a beaucoup résonné. Je t'encourage à aller le lire et à réfléchir aussi dans les apprentissages. Il y a différents niveaux d'apprentissage qu'on fait. Il y a ceux sur la mécanique qui nous aident à être très, très, très résilients, très réactifs en période de crise. Il y a ceux qui nous emmènent à réfléchir à un peu plus profond. Est-ce qu'on a des bonnes valeurs dans l'organisation? Notre culture est-elle efficace et tout ça? Et plus loin encore, c'est notre relation travail versus humain. Vraiment, là, repenser à ces éléments-là, nos modèles d'affaires, notre relation avec le travail. Donc, ça, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus en profondeur. Je sais que c'est très philosophique, mais quand on y pense bien, dans la situation dans laquelle on vit, il y a tellement des choses extraordinaires qui se passent. À chaque fois, on prend le temps de juste se dire comment ça peut, dans ma vie concrète, comment ça peut s'appliquer dans mon organisation, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Donc, ces moments-là de dire on va essayer de se réinventer, ce serait quoi? Osons s'amuser en prenant un verre de vin, réinventer le monde. Oser aller là. Moi, je sais qu'il y a des dirigeants présentement qui sont en train de faire ça, qui font des réflexions très profondes. Et je trouve ça extraordinaire. Ben écoute, Nathalie, je pense qu'on t'aurait écouté encore pendant de nombreuses heures. On aurait eu plein de questions pour toi. C'est malheureusement la fin de notre webinaire et je ne trouvais pas mieux. On a conclu ça, à terminer ça avec ce que Nathalie nous a dit comme sage parole pendant notre préparation. Donc, à tous ceux qui n'ont plus le temps, ben, il est temps qu'il soit temps. Alors, Nathalie, je te remercie pour cet échange inspirant et je pense qu'il a fait du bien à bien des gens si je lis les commentaires qui sont sur les questions-réponses. Alors, un merci sincère. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce temps d'antenne avec toi. Je pense que tout le monde va avoir apprécié comment on peut tirer profit de cette crise-là et en faire le moteur d'une réelle transformation. J'ai envie de vous dire une bonne nouvelle. Donc, l'aventure se poursuit dès la semaine prochaine. Vous allez recevoir un sondage tout de suite après, ce midi, où on vous invite à répondre, à nous donner votre feedback, vos commentaires. On est en amélioration continue et on veut être là pour vous. On vous revient rapidement, puis soyez assurés que nous voulons rester connectés. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Véronique. Merci Nathalie. Bye.